Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Dans ce nouvel épisode de Terres Intimes, je reçois Louise, une jeune femme de 26 ans que j'ai rencontrée cet été entre plage et cocktail. Indépendante, rieuse, entière et brillante, Louise ne vous laissera pas indifférent. J'ai souhaité l'interviewer car lorsqu'elle m'a parlé de sa relation avec un homme de 29 ans, son aîné, j'ai senti que quelque chose bloquait en moi. Puis je les ai vus ensemble et j'ai compris. Louise m'a appris que la boussole du cœur est la plus importante pour se comprendre soi, mais aussi pour comprendre les autres. Je suis très heureuse qu'elle ait accepté de faire cette interview et de donner l'opportunité à Terres Intimes de devenir un espace de tous les amours. Ensemble, nous avons parlé de première fois comique, de communication, de réappropriation du désir, de body neutral et de ce qu'on est prêt à faire par amour. C'est parti. Bonjour Louise. Bonjour Juliette. Comment tu te sens ? Ça va. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. C'est très beau dans ton beau canapé rose que tu adores tant. Il est rouge. Ah oui, il est rouge, mais parce qu'on a parlé de rose tout à l'heure, alors ça va bloquer. Ok. Je vais commencer cette interview par la même question que dans tous les épisodes de Terres Intimes. Et c'est, est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité ? Absolument pas. Pour être vraiment honnête, je crois que la première fois, on pense sexualité au sens large. Ouais, large. Je me souviens en primaire avoir entendu qu'une fille de la classe avait ses règles. Et je me souviens m'être demandé, mais ces règles, c'est-à-dire c'est elle qui décide de ce qu'elle peut faire avec ses parents. Enfin, tu vois, ces règles au sens règles de vie, quoi. Ouais. De vraiment pas du tout avoir compris, puisque personne m'en avait jamais parlé, et que pour moi, c'était le mot au sens, je me suis dit, elle a ses règles, elle a plusieurs règles pour mesurer des trucs en classe. Enfin, tu vois, mais vraiment, de pas du tout avoir saisi ce que ça voulait dire, quoi. Et non, après, plus tard, c'est pas tellement quelque chose qui m'a intéressée jusqu'à mes 18-20 ans, peut-être, et encore, quoi. C'était pas... ça n'a jamais été un centre d'intérêt. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été un centre d'intérêt en tant que vecteur d'épanouissement jusqu'à récemment, quoi. Tu sentais que tu pouvais en parler avec ta famille de ces questions de règles, de sexualité, même si toi, c'était pas quelque chose qui était au centre de ta vie, tu sentais une liberté d'en parler ? Non, pas particulièrement, mais parce que je pense que je suis pas d'un tempérament qui parle vraiment de choses. C'est-à-dire que je pense que je me suis pas construite comme quelqu'un de très ouvert qui ose poser des questions et qui va chercher des informations. J'ai pas vraiment grandi comme ça, quoi. Mais je pense que c'est plus lié à moi plutôt que parce que je pense que si j'avais posé la question à mes parents, ils m'auraient répondu. Mais j'ai jamais posé de questions. Donc il y avait quand même cet environnement assez sain autour de la sexualité. Genre, t'as grandi avec quelle vision de ça ? Pas de vision. Genre, non, vraiment pas de vision, quoi. C'est... Ouais, non, je sais pas, c'était pas un sujet abordé. Puis en fait, comme... donc j'ai un frère, une sœur, et des trois, je suis celle qui a eu le moins de relations amoureuses. Et en plus, j'en parlais jamais avec mes parents. Donc j'ai jamais eu besoin... quelque part d'être confrontée, tu sais, à la conversation de alors, voilà, tu as un copain, machin, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous vous protégez, enfin, tu vois, ça n'a jamais été un sujet de conversation potentiel parce que déjà, j'ai eu assez peu de copains et parce que de toute façon, j'en parlais pas, quoi. Donc... Et maintenant, aujourd'hui que ça fait plus partie de ta vie, t'en parles pas spécialement non plus avec eux, en fait, non. C'est juste des choses qui sont à toi. Ouais. Quel souvenir tu gardes de tes premières expériences ? Comique. Enfin C'est la première fois que j'ai ça, donc c'est vrai. une première fois. Ouais, comique.
En fait, ma première fois, je l'ai faite avec un copain. Mais un ami, en fait. De qui j'étais très proche, mais pour qui c'était un peu salaud de ma part. Parce que pour moi, c'était vraiment un très bon ami. Mais pour lui, j'étais un peu plus que ça. Et ça faisait des années que j'étais un peu plus que ça pour lui. Et en fait, il est venu une fois. Et puis, voilà. Sauf que c'était pas possible. En fait, je pense qu'on est très bien comme amis. Mais vraiment, ce n'était pas possible en termes de relations. Il n'y avait pas d'atome crochu, quoi. Non, ça fonctionnait pas, quoi. Et puis, je pense que dans mon cas, c'était vraiment... je me suis dit, il faut que je le fasse. Et quelque part, c'était m'enlever pas une épine du pied, mais c'était un peu dédramatiser la chose. Et du coup, quelque part, le faire avec un copain, ça enlevait aussi la pression parce qu'il n'y avait pas d'enjeu particulier. C'était un coup d'un soir, enfin voilà. Et du coup, finalement, tu t'es sentie bien, même si c'était comique, tu te sentais en sécurité. Oui, ouais, oui, parce que c'était quand même quelqu'un en qui j'avais confiance et que j'appréciais, malgré tout, en tant que personne, quand bien même j'avais pas de sentiments amoureux pour lui, ça reste une amitié très forte, ça reste quelqu'un que j'apprécie énormément, et donc en fait, je regrette pas du tout. Je pense que si c'était à refaire, je referais la même chose, quoi. C'était, je sais pas, c'est juste pas la vision super romantique de la première fois avec ton copain depuis. Non, mais j'aime bien déconstruire cette vision, justement. Est-ce qu'elle t'a plu la dernière fois où t'as fait l'amour ? Ouais. Ouais. Je sais qu'on ne voit pas Louise maintenant tout de suite, mais elle est avec son petit thé comme ça, elle a fait un petit smile. C'est un café. Un petit café, excusez-moi, c'est moi qui ne prends pas de café. Avec son petit smile, ouais, c'était pas mal. Et j'ai pas dit c'était pas mal, c'était très bien. C'était très bien. Ouais. Alors, vous ne voyez pas Juliette, elle a le regard qui dit « Dis-moi plus !» Raconte-nous un peu. Non, justement, je cherche une question subtile pour que tu m'en racontes un peu plus. Comment tu t'es sentie la dernière fois où tu as fait l'amour, justement, par rapport à tes sentiments ? Est-ce que tu penses que c'est vraiment très bien parce qu'il y a de l'amour ? Oui. Mais pas que. C'est sûr que c'est très bien parce que je suis très amoureuse de mon copain et je pense que lui aussi. Mais aussi parce que y a une grande forme de respect mutuel aussi dans l'intimité, aussi et surtout dans l'intimité, qui fait que... Puis en plus, ça commence à faire un certain temps qu'on est ensemble, donc on se connaît aussi très bien dans ce que chacun apprécie ou pas. Et donc, effectivement, c'est très bien parce qu'on s'aime, mais aussi parce qu'on se respecte et on se connaît, et parce qu'on ne se met pas plus la pression que si c'était un pote, en fait, avec qui tu t'envoies pour un coup d'un soir. Enfin, il n'y a pas de pression à jouir, par exemple, ou de pression à... Comment on appelle ça ? D'incitation à la performance, tu vois. Il n'y a pas de condition, en fait. Non, il n'y a pas de... Ouais. Ton copain, c'est un homme avec qui tu as 29 ans de différence, oui, de plus que toi. Et j'aimerais revenir un peu au début de cette relation pour savoir comment ça s'est construit. Comment est-ce que tu l'as rencontré et comment ça s'est passé entre cette première rencontre et le moment où tu t'es dit « j'ai des sentiments pour cet homme » ? Donc, on s'est rencontrés parce qu'il était intervenant dans une formation que je faisais dans le cadre de mes études. Et on s'est vus 2 années de suite dans le cadre de cette formation. La première année, il s'est absolument rien passé. Et pour moi, il n'y avait aucune ambiguïté. Enfin, je veux dire, c'était chacun dans son rôle. À aucun moment, je ne l'envisageais comme autre chose qu'un intervenant. Enfin, voilà. C'était purement professionnel, entre guillemets. Et l'année d'après, en fait, moi, j'ai eu le sentiment que son attitude envers moi avait changé. C'est-à-dire qu'il était devenu beaucoup plus, pas plus gentil, mais il me faisait beaucoup plus de compliments. C'est pas quelqu'un qui est très... il est un peu intimidant quand on le rencontre pour la première fois. Et ouais, et en fait, l'année d'après, il me faisait vachement de compliments, mais par rapport à tout et n'importe quoi. Et en fait, ça m'a un peu déstabilisée au début, parce que pour moi, comme il n'y avait aucune ambiguïté, au début, j'ai pas trop compris ce qui se passait, quoi. Et en l'occurrence, il s'est rien passé pendant cette formation. Et après, on s'est plus revus pendant
3 semaines, 1 mois à peu près. Mais on s'est beaucoup écrit, on s'est beaucoup envoyé de messages. Et en fait, ça devenait de plus en plus explicite, surtout de son côté, parce que je pense qu'il était moins... j'ai pas envie de dire plus entreprenant que moi, mais moins... Il se mettait moins de barrières ? Ouais, moins pas conditionné, mais c'est quoi le mot quand tu t'empêches de faire des choses parce que t'as des barrières, justement je cherche le mot. Moi aussi, j'arrive pas à lire dans tes pensées. Ouais, moins conditionné, c'est pas si mal, quoi. Non, c'est pas mal. C'est un mot de plus de 3 syllabes quelque part. ça fait suffisamment sérieux. Bref. Il y a beaucoup de points. Scrabble, ça compte double. Donc, je pense qu'il était moins conditionné que moi. Il avait, en tout cas, peut-être plus libéré par rapport à son propre désir que je ne l'étais, moi, à l'époque. Et donc, ça devenait de plus en plus clair que si on était amené à se revoir, il y avait de fortes chances pour qu'il se passe quelque chose, à moins que je refuse. Et donc, pendant ce laps de temps où on ne s'est pas vu, en fait, moi, j'ai pas mal potassé toute seule dans mon coin. Enfin, j'en avais parlé quand même avec 1 ou 2 amies vraiment très proches, parce que, en fait, ça m'a un peu, pas inquiétée, mais je me suis posé vachement de questions en me disant, mais quand même, parce que je me doutais bien de l'âge qu'il avait, j'en avais une idée plus ou moins précise. Et je me suis dit, mais quand même... En fait, je me suis posé toutes les questions à peu près stéréotypées, c'est-à-dire, est-ce que j'ai pas des problèmes d'image du père ? Est-ce que je ne cherche pas une figure paternelle ? Qu'est-ce qui va pas dans mon subconscient qui fait que je suis attirée par un homme qui a l'âge de mes parents ? Alors qu'en fait, moi, ça a jamais fait partie de mes fantasmes, très clairement. Hein, c'est pas du tout dans ma liste de... Je sais qu'il y a des gens qui ont des listes de trucs à accomplir d'un point de vue sexuel. Moi, j'en ai pas. Et ça en faisait encore moins partie. Voilà. Donc vraiment, je me suis beaucoup questionnée et je pense que je me suis questionnée à peu près jusqu'à ce qu'on se revoie. Et en fait, quand on s'est revus, c'était tellement pas évident, mais en fait, c'était tellement plus simple que ce que je m'étais imaginé dans ma tête que en fait, ça a matché direct. Ouais, ça a matché, quoi. Mais je pense que si lui avait pas été aussi libéré et aussi entreprenant, j'aurais jamais osé faire le premier pas, quoi. Est-ce que ça a matché direct avec ton entourage ou est-ce que t'en as pas trop parlé au début ? J'en ai absolument pas parlé au début. Même encore maintenant, toute ma famille ne sait pas quel âge il a. J'ai mis presque 2 ans à dire à ma famille que j'avais quelqu'un. Donc, tu vois, c'est dire mes qualités de communicatrice, n'est-ce pas ? Et après, une fois parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme il y a eu le Covid, on s'est confinés ensemble. Donc, en fait, j'ai été plus ou moins contrainte et forcée de leur dire que j'étais pas confinée chez moi, mais chez lui, et que du coup, oui, j'avais quelqu'un, quoi. Sinon, ça aurait pu prendre encore plus longtemps, très clairement. Une fois qu'ils ont été mis au courant que j'avais quelqu'un, il y a eu encore un laps de temps pendant lequel je leur ai dit plus ou moins ce qu'ils faisaient dans la vie, mais je leur ai pas dit quel âge il avait, par exemple. Et ça, je l'ai dit à ma mère peut-être 6 mois après, un truc comme ça. Et pour le coup, ma mère a très bien réagi, mais vraiment, elle n'était pas du tout surprise. Puis en plus, ça s'est fait sur un lapsus tellement monumental de ma part qu'en fait, on était mortes de rire toutes les deux. Enfin, c'était ridicule. Donc, ma mère, il n'y a eu aucun problème. Mais par contre, mon père l'a pas bien pris du tout, quoi. Ça a été très, très compliqué à base de remarques vraiment pas sympas. Et maintenant, je pense que ça va mieux, mais c'est un peu au stade du non-sujet, quoi. Ma mère et ma sœur l'ont rencontré. Mon frère a très envie de le rencontrer et mon père fait l'autruche à l'heure actuelle. Donc voilà. C'est vraiment l'idée que tu sois avec quelqu'un à peu près du même âge que lui qui le dérange ? C'est la peur qu'il y ait une sorte de prise de pouvoir ? Qu'est-ce qui le dérange profondément, ton père ? Il t'a expliqué un peu ? Alors, très peu, parce que mon père est à peu près aussi bon en communication que moi, c'est-à-dire très mauvais. C'est un truc un peu familial. Je vois ça. Alors, de ce que j'ai compris c'est qu'en fait, mon père a beaucoup de mal, je pense, à se projeter dans la peau de quelqu'un d'autre qui fait quelque chose que lui ne comprend pas. C'est-à-dire que pour lui, en tant que père d'une fille qui a 26 ans,
avoir une relation amoureuse avec une personne de cet âge-là, pour lui, en tant que père, c'est juste impensable. Et en fait, comme lui a des enfants, pour lui, c'est plus ou moins la relation la plus malsaine possible, quoi. C'est-à-dire qu'il me l'a dit très clairement que il aurait probablement mieux accepté que je ramène une fille, par exemple, tu vois. Parce que de toute façon, il se serait pas permis de faire des remarques homophobes, parce que déjà, il est pas homophobe, et parce qu'en plus, socialement, c'est plus du tout possible, à moins que tu sois d'une génération qui est pas encore trop au courant de ces choses-là. Donc en fait, du coup, je pense que pour lui, c'était tellement inconcevable que lui soit attiré par une fille de mon âge, qui considère qu'un homme qui est attiré par une fille qui a 29 ou 30 ans de moins, c'est forcément quelqu'un qui est complètement dérangé, qui est à la limite de la pédophilie, qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Et du coup, je pense que, peut-être qu'il considère aussi que lui, en tant que père, a raté quelque chose dans mon éducation qui fait que, je sais pas, je recherche une figure paternelle ou que j'ai un complexe d'Oedipe à régler. Je sais pas. Donc ça a été vraiment compliqué, quoi. C'est... Ouais. Et toi, comment tu te sens dans ta relation ? Ah, mais moi, très bien. Moi, tout va bien. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, là ? Ça fait un peu plus de 3 ans. Et entre vous, il n'y a jamais eu ces questions sur l'âge. En fait, ça a toujours été d'une évidence. Enfin, c'est ce que tu m'as dit hors micro, c'est que c'est très simple entre vous, en fait. Ouais, en fait, la différence d'âge qu'on a n'a d'importance quelque part que pour les autres et pour l'aspect social de notre couple. C'est-à-dire que... Bon, déjà, lui avait l'excuse que quand on s'est rencontrés, il savait pas quel âge j'avais. Et il pensait que j'en avais quand même, je sais pas, 8 ou 9 de plus que ce que j'avais, quoi. Donc je pense que bon, il a fait un petit demi-arrêt cardiaque quand même quand je lui ai dit quel âge j'avais la toute première fois. Mais après, au-delà de ça, on n'a jamais eu... Enfin, on a une relation très égalitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de... Il n'y en a pas un qui est en position de force. Enfin, en l'occurrence, lui, par exemple, il n'est pas du tout en position de force ou de domination parce qu'il est plus vieux. Et moi, c'est pas du tout mon sugar daddy, quoi. C'est absolument pas ce que je recherche. Je ne suis pas une fille entretenue. Enfin, c'est pas du tout... Je tiens énormément à ça parce que je pense que je suis quelqu'un de très indépendant. Et j'aime mon indépendance et j'y tiens beaucoup. Donc, il n'y a aucune forme de dépendance, justement, ou de domination, qu'elle soit financière ou émotionnelle ou affective ou quoi que ce soit. Au contraire, quoi. Et... En fait, c'est vraiment juste la société qui te renvoie toutes ces idées de manipulation, de domination, de prise de pouvoir. Ouais. C'est que les autres, entre vous, c'est une relation comme une autre. Et comme tu me disais tout à l'heure par rapport à la dernière fois que vous avez fait l'amour, en fait, ce qui a l'air d'être au cœur, c'est l'amour et le respect et l'égalité sur lequel vous êtes, quoi. Ouais. Et moi, c'est pour ça que je voulais t'interviewer et que je ne t'ai pas lâché jusqu'à ce que tu dises « Bon, allez, vas-y, c'est mon go ». C'est parce que Terres Intimes, c'est aussi un lieu où j'ai envie de célébrer l'amour sous toutes ses formes. Et surtout quand il est aussi beau que ce que tu partages avec ton partenaire, parce que je l'ai un peu rencontré et c'est un truc qui fait chaud au cœur, quoi. On se dit, ok, ça existe, et même nous, ça nous donne un peu d'espoir, nous, moldus êtres humains qui cherchons désespérément l'amour. Non, je rigole. Non, vraiment, il y a quelque chose de très, très beau. Et est-ce que toi, depuis que tu l'as rencontré, depuis que peut-être il y a des croyances, des conditions qui, justement, sont tombées, est-ce que tu perçois l'amour autrement ou est-ce que ça t'a fait évoluer dans ta vision de l'amour ? Alors, oui, mais en fait, je pense que ça m'a fait évoluer dans ce que moi, je suis capable de faire par amour, notamment. Juliette prend une position très intéressée là, à l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis un peu... Enfin, avant cette relation-là, je suis un peu le prototype de base de la célibataire endurcie qui ne compte que sur elle-même, qui reste des années sans personne, qui vit ça très bien. Enfin, vraiment... Et je m'étais un peu construite, cette image de fille qui en fait s'en fout, quoi, d'avoir personne et c'est vrai, enfin, vraiment, pendant toutes ces années, ça m'a jamais manqué, quoi.
Et en fait, je me suis rendu compte... en fait, je pense que j'ai jamais ressenti ça pour personne, ce que je ressens pour lui. Et je sais pas, quand on s'est confinés ensemble, en fait, après, c'est poser la question de qu'est-ce qu'on fait après le confinement ? Est-ce qu'on retourne chacun chez soi ? Est-ce qu'on... je sais pas, enfin, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et en fait, c'est débile, mais de me dire, mais en fait, j'ai pas envie de me réveiller toute seule. Moi, j'ai envie de me réveiller avec lui à côté. Et puis, ça se passe très bien. Et en fait, ça s'est fait tellement naturellement dans mon cerveau que ça m'a surprise moi-même. Enfin, je me pensais pas capable de me dire, en fait, j'ai envie qu'on emménage ensemble, quoi. Je pensais tenir tellement à mon indépendance et à ma liberté que pour moi, ça, c'était à des années-lumière de ce que j'étais capable de faire, quoi. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est passé tellement comme une lettre à la poste que je me suis dit, en fait, je suis juste un canard comme tout le monde. J'avais juste pas trouvé mon autre canard. Mais en fait, je suis un canard, quoi. Et voilà. Et est-ce que ça a changé ta vision de la sexualité ? Oula, oui. Mais alors... mais, oui, de mille façons. Parce que, déjà, avant lui, j'ai pas eu des expériences particulièrement sympathiques, ni agréables, ni épanouissantes. J'ai pas été agressée ou quoi que ce soit. Enfin, quoique ça dépend comment on qualifie les agressions dans le cadre d'un couple. Mais j'ai été pendant quelques mois avec un mec qui considérait qu'il allait m'apprendre la sexualité, tu vois, et qui, du coup, considérait que déjà que tout tournait autour de sa bite, très clairement, et que mon plaisir à moi était une forme de prix, comment dire, que ça confirmait que mon plaisir ou le fait que je jouisse, par exemple, confirmait, lui, ses capacités d'homme, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ses capacités de mâle viril, pour dire les choses vraiment telles qu'elles sont. Et donc, du coup, la sexualité, ça n'a pas été quelque chose de très épanouissant pour moi pendant très, très, très longtemps. Même, je me suis pas masturbée avant très, très tard. Mais vraiment, quoi. Et alors après, quand j'ai découvert ça, j'étais là, formidable, je n'ai vraiment besoin de personne, quoi. Et j'ai du retard à rattraper. Ouais, clairement. Et encore, parce qu'en fait, même quand j'ai découvert ça, après, par exemple, de quand même pouvoir dire ce que j'aime ou de pouvoir, je sais pas, même te masturber dans le cadre d'une relation sexuelle aussi, par exemple, où il y a plein de choses que je m'interdisais de manière inconsciente, tu vois, mais que j'osais pas faire, que j'osais pas entreprendre, parce que pour moi, la sexualité, c'était un truc qui était... ça faisait partie du couple, mais c'était pas forcément une source de plaisir, quoi. Enfin, c'était un peu compliqué. C'était plus une corvée, quoi. Non, pas toujours, parce que... En fait, je viens de réaliser que je pense que les meilleures parties de jambes en l'air que j'ai pu faire, c'était avec des gens, enfin des hommes avec qui j'étais pas en couple. J'ai eu un plan cul pendant quelques mois et en fait c'était super parce que il y avait pas d'attache particulière, je l'appréciais mais sans plus. Et du coup en fait il y a quelque chose dans le cadre du couple, en tout cas de moi, mes expériences du couple avant celui dans lequel je suis maintenant, qui faisait que ça m'enfermait plus qu'autre chose, quoi. Et que, en fait, je pense que ça a été... En l'occurrence, cette expérience-là a été tellement néfaste que je me suis dit, mais en fait, je veux plus jamais revivre ça, quoi. C'est pas possible. Et du coup, effectivement, avec mon partenaire actuel, c'était l'exact opposé de tout ça, quoi. C'était... en fait, on n'a pas besoin de jouir à chaque fois ou même de chercher à jouir ou quoi. On peut juste se faire des câlins, par exemple, ou il n'y a pas de notion de préliminaire non plus. Enfin, je veux dire, on fait l'amour même s'il n'y a pas de pénétration. C'est pas... Et puis de aussi remettre mon plaisir, pas au premier plan, parce que le sien compte aussi, et autant, mais de me pousser à moi me réapproprier mon plaisir, quoi. Et ça a été hyper important, en fait, pour moi. Quand on discutait hors micro, tu me disais qu'il avait créé l'espace qui t'avait permis de, toi, t'épanouir. Et, ouais.
Est-ce que c'est un espace qui te donne dans la sexualité comme dans la vie de tous les jours? Ouais. Je pense on fonctionne de manière très indépendante, en fait, l'un de l'autre. On se laisse beaucoup d'espace, chacun de son côté. On fait pas du tout partie de la catégorie de couple qui mange ensemble à chaque repas, qui ne se quitte pas, qui fait des trucs, enfin qui fait tout à deux. Au contraire, en fait, des fois, je me dis qu'on est presque à la limite de la colocation, comment on habite ensemble, quoi. Mais en fait, ça fonctionne vachement bien parce que du coup, on est tous les deux très libres de... je sais pas, s'il y en a un qui a envie de manger ça, puis l'autre qui a envie de manger autre chose, et chacun mange ce qu'il veut, ou s'il y en a un qui veut regarder un film et l'autre lire un bouquin, et chacun fait ce qu'il... Enfin, il y a vraiment une forme de liberté et de non-contrainte de ce qu'un couple est censé être, ou faire à deux, ou quoi que ce soit, que je pense que du coup, c'est beaucoup plus épanouissant, en tout cas pour moi, et je pense pour lui aussi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'ose pas vivre l'amour qu'il ou elle ressent à cause des peurs ou des jugements? Je sais pas, c'est compliqué. C'est compliqué parce que... Alors, je pense que je lui dirais que jusqu'à un certain point, on n'est pas obligé de vivre son amour socialement. C'est-à-dire que, dans mon cas, notre relation, elle a appartenu qu'à nous pendant très très longtemps. Parce que socialement, c'est encore quand même très très peu... Oh, la belle liaison qui n'existe pas. Socialement, c'est encore très très peu accepté d'avoir des couples avec une grande différence d'âge. Enfin, je veux dire, 95 voire 98% des gens qu'on peut croiser vont me parler de lui en disant votre père, quoi. Et je m'en formalise même plus parce qu'en fait, c'est devenu tellement récurrent, je passe complètement outre. Mais on n'est pas obligé, je pense jusqu'à un certain point, d'exposer sa relation socialement. C'est-à-dire qu'on peut aussi être très bien en dehors de toutes ces conventions sociales en considérant que l'amour qu'on porte à une personne n'appartient qu'à nous et à cette personne. Et quelque part, on doit rien à personne et on doit pas forcément à qui que ce soit de s'exposer ou de faire, que ce soit dans le cadre d'un coming out, que ce soit socialement, que ce soit, je sais pas, se tenir la main dans la rue. Après, on peut arriver à un stade où ça devient important parce que un couple, c'est aussi un objet social d'une certaine façon. Et donc, il y a un moment où ça peut être important de passer le pas, mais il y a plein de façons d'exister en tant que couple dans la sphère sociale qui ne soient pas forcément... qui soit pas dans le sens qui soit pas forcément on n'a pas toujours besoin du regard des autres pour exister en tant que couple, quoi. Mais surtout je sais pas, par exemple nous on n'est pas du tout démonstratif dans la rue, mais je dis pas que c'est bien parce qu'en fait on devrait en avoir rien à foutre dans un monde idéal, tu vois, mais n'empêche que ça nous libère aussi de, par exemple, pas avoir à se prendre des réflexions ou de pas avoir à se faire regarder de travers comme si, je sais pas, j'étais en train de rouler une galoche à un cheval. Enfin, en fait, de moins s'exposer, c'est pas forcément plus épanouissant, mais ça peut être aussi plus protecteur de ce que les autres peuvent penser ou pas, si on considère qu'on doit y accorder de l'importance. Il y a vraiment ce sujet de l'amour dans l'espace public. Et tout à l'heure, tu faisais le parallèle avec ton père qui te disait qu'il aurait préféré que tu prennes une femme. Tous ces amours qui ne sont pas dans les normes, parce qu'en fait, il n'y a que les hétéros qui ont le même âge, qui sont blancs. Enfin, on peut écrire une thèse là-dessus, qui ont le droit d'exister dans l'espace public. Ouais. Et même si ce n'est pas un monde idéal, s'il y a des personnes qui n'osent pas vivre leur amour à cause de ça, elles ont le droit aussi de garder ça pour elles, quoi. Ouais, complètement. Je pense que vraiment, ce qui sauve, c'est vraiment de se dire qu'on ne doit rien à personne. Et en amour, encore plus que dans n'importe quel... On choisit pas de qui on tombe amoureux. Enfin, je veux dire, le nombre de fois où on s'est dit qu'en fait, les choses seraient vachement plus simples s'il avait ne serait-ce que 15 ans de moins ou si j'en avais 15 de plus, ce serait beaucoup plus simple. Sauf que, c'est pas le cas. Mais parce que tout le monde, en fait, tout le monde s'acharne à voir un couple selon
un aspect particulier, que ce soit par exemple le genre ou l'identité, ou la différence d'âge ou la couleur de peau, alors qu'en fait on peut aussi très bien être amoureux d'une personne et à ce moment-là la couleur de peau ou le genre ou l'âge, ça, c'est une partie, mais c'est une partie infime de la personne qu'on a en face de nous, quoi. Enfin, je veux dire, moi je suis amoureuse de lui pas parce qu'il a cet âge-là. Son âge, ça fait partie de lui, donc je l'aime aussi pour ça, mais c'est un pourcentage infime de tout ce qu'il est à côté de ça, quoi. Et pourquoi tu l'aimes, justement, genre, si tu devais choisir quelques caractéristiques où vraiment tu te dis ouais, c'est pour ça que je suis avec lui, quoi. C'est dur comme question. Si tu le sens pas, tu peux... Non, mais attends, mais c'est bien de se poser la question. Je pense que je l'aime... Non, je l'aime, hein, je ne pense pas que je l'aime. Je l'aime tout court, mais... je pense que ce que je préfère chez lui, en fait, c'est sa part de féminin, d'une certaine façon. Il a une part de ce qu'on considère comme étant féminin, hein, sous-entendu. Il a une part féminine qui est... Enfin, je sais pas, qui est complètement acceptée et qui est très belle chez lui. Et je pense que chez moi, il y a une part masculine qui est aussi assez forte. Et du coup, en fait, je trouve que ça se complète bien parce que je pense qu'on est assez complémentaires de ce point de vue-là. Mais sinon, trouver une raison particulière, il y a 1000 raisons, je ne saurais pas en trouver une en particulier. Est-ce que ça te donne de la force dans la vie de te dire que tu as osé vivre cet amour-là? Est-ce que ça te donne de la force pour d'autres choses? En tout cas, je pense que ça m'a clairement décomplexée du regard des autres, ou en tout cas de ce que les autres pouvaient penser. Ça m'a clairement fait faire un travail sur l'importance que j'accordais à la fois aux conventions sociales, aux normes avec 70 guillemets, et aussi à l'opinion des autres. Et quelque chose dont j'avais vraiment envie de parler avec toi, c'est ton rapport au corps. Parce que moi, la première fois que je t'ai vu, le premier truc que je me suis dit, c'est la fille, genre, trop bien dans son corps. Enfin, il y a vraiment cette idée de fluidité, d'harmonie et d'acceptation qui te rend encore plus belle que ce que t'es, tu vois, mais ce qui est déjà quand même pas mal. Mais là, ça fait genre, comme ça. Et je voudrais quand même, avant d'enchaîner sur les questions qu'on avait un peu préparées, il y en a une qui me vient par rapport à ce que tu m'as dit. Est-ce que le fait de t'être réapproprié ton plaisir, d'avoir vraiment appris ce que c'était qu'être respecté, qu'être aimé dans un couple et de pouvoir jouir, non jouir, enfin d'avoir cette liberté dans la sexualité, ça a impacté ton rapport au corps, l'amour que t'as pour lui ou ton lien à lui? Je pense que ça m'a rendue peut-être moins étrangère à mon corps. Après, je pense pas que ça ait eu d'incidence sur ma relation à mon corps dans le sens est-ce que je l'aime ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'en me réappropriant, si c'est ça le mot, si, c'est ça. Ouais. En me réappropriant mon désir, je pense que je me suis aussi, d'une certaine façon, réapproprié mon corps. Alors, en bien ou en mal, c'est pas tellement la question, c'était neutre, mais oui, je pense que du coup, ça m'a moins dissocié de lui. Est-ce que tu l'aimes ton corps aujourd'hui? C'est non. C'est pour ça que j'ai rigolé un peu quand t'as fait cette superbe intro. Non, mais j'étais sûre, vu que t'as rigolé, je me suis dit ok, mais c'est ça qui est intéressant parce que justement, ce que tu rayonnes, c'est que t'es bien dedans. Alors, le truc, c'est que putain, c'est dur. J'ai fait beaucoup de danse, donc je sais très bien être dans mon corps. Dans le sens où j'ai une conscience de mon corps, ce qui veut pas dire que je l'habite, c'est encore autre chose. Mais j'ai une conscience de mon corps, du coup probablement plus poussée que quelqu'un qui aurait pas cette expérience-là, tu vois. Mais le côté négatif, le problème ou les problèmes que ça entraîne, c'est que j'ai une image de mon corps et un rapport à mon corps qui est très problématique. Enfin... J'aurais peut-être pas dû te répondre non. Je t'ai répondu non parce que le clash était intéressant. Je travaille à être dans une relation de neutralité avec mon corps. Je trouve ça... Enfin, l'émergence, tu sais, de tous les mouvements... Body positive et compagnie. Moi, je trouve ça extrêmement difficile. Mais vraiment, je trouve qu'en fait, c'est... je pense que c'est nécessaire
parce qu'il faut aller à l'extrême inverse. Mais en fait, pour moi, c'est presque une injonction de plus qui me demande de faire quelque chose que je ne peux pas faire non plus, tu vois. Et donc, j'essaye en ce moment d'être dans une relation de plus body neutral, en fait. Il est là, je suis là. Quelque part, on va pas pouvoir faire sans, quoi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et de plus, en fait, considérer que, en fait, d'une certaine façon, le body positive, pour moi, pour quelqu'un comme moi qui a des problèmes de rapport au corps, qui a souffert de troubles du comportement alimentaire, enfin, tu vois, de ce genre de trucs, le biais d'un mouvement comme le body positive, c'est que ça laisse quand même le corps au centre de ta réflexion identitaire. Dans le sens où le fait d'aimer son corps, c'est s'aimer soi. Et moi, je trouve ça hyper difficile parce qu'en fait, mon rapport à moi en tant que personne, pour moi, est pas défini par mon rapport à mon corps. Tout comme moi, en tant que personne, je ne me restreins pas à juste l'aspect de mon corps ou quoi que ce soit, quoi. Du coup, je trouve ça plus facile d'être dans une forme de neutralité et en fait, de pas lui donner d'importance, que ce soit en bien ou en mal, de considérer que il est là et puis voilà, quoi. Est-ce que ça t'aide de faire beaucoup de sport parce que tu fais du yoga ? Ouais. Et là, par contre, tu vas pas pouvoir me dire que non, t'es pas douée en yoga parce que tu vas montrer les postures que tu fais. Ça n'existe pas d'être douée en yoga. Non, mais en tout cas, tu fais des postures qui sont impressionnantes. Mmh. Voilà. Oui. Oui. Et est-ce que ça t'aide de faire du yoga, de l'utiliser un peu comme de l'avoir, de travailler avec ? Est-ce que ça t'aide dans cette idée de neutralité ? Ouais. Mais en fait, ce qui m'aide plus, c'est que le yoga, à la différence de la danse, par exemple, déjà, c'est qu'il n'y a pas de miroir dans les salles. Donc, en fait, tu ne te vois pas. Et en yoga, tu travailles plus sur ton ressenti et sur tes sensations dans quelque chose plutôt que sur l'aspect extérieur. Alors, évidemment, ça va à l'encontre de tout ce qu'Instagram a fait du yoga, où, en fait, on se concentre sur l'aspect extérieur des postures et tout ça. Mais moi, je pense que ce qui me fait beaucoup de bien, c'est ça, c'est cette connexion à ce que tu ressens, à juste être présent dans le moment, peu importe la posture que tu sois en train de faire, ou même dans une posture de méditation ou quoi que ce soit, sans penser à l'aspect extérieur de ton corps, à, je sais pas, un bourrelet sur ton ventre, à ton double menton parce que tu baisses la tête, à ton chignon qui est décoiffé, à je sais pas quoi, enfin, peu importe, quoi. Et ça, pour le coup, je pense que ça me fait du bien. Mais après, effectivement, moi, je suis plus sur l'aspect physicalité d'une pratique du yoga, mais parce que j'ai fait beaucoup de sport, j'ai toujours fait beaucoup de sport depuis que je suis petite, et donc je me vois pas arrêter, en fait. Ça fait aussi partie de moi, mon équilibre mental, de pouvoir avoir pas un défouloir, mais un peu, quoi, de lâcher mes nerfs d'une certaine façon. Le dernier épisode de Floraison Spirit, qui est le deuxième podcast que j'ai créé, c'est Stéphanie Guillemette qui est dedans et on parle d'alimentation. Mmh. Et c'est un traiteur qui fait une traiteur. Qu'est-ce qui est le plus juste ? C'est une bonne question. C'est une bonne question, hein. Enfin, en tout cas, on va le mettre au féminin. Une traiteur, quoi qu'il en soit, qui fait de la nourriture végane et végétarienne. Et elle me disait que ça a impacté autant sa santé mentale que physique, mais aussi elle se sentait plus proche de la justesse de qui elle était en tant qu'être humain par rapport à ce qui l'entourait. Toi, je sais que tu es végane et c'est pour ça que je fais cette petite transition. Est-ce que le fait d'être végane, ça a été une décision que tu as prise qui était plus en accord avec ton corps, ou est-ce que c'était une décision plus par rapport à la situation de la Terre, de l'écologie ? Ça a été un peu de tout ça. En fait, avant d'être végane, j'ai été végétarienne pendant assez longtemps. Enfin, d'une manière générale, depuis que je suis petite, j'ai jamais eu un goût particulier pour la viande. J'aimais assez le poisson, mais en fait, j'en mangeais très peu. La viande, enfin, tu vois, j'aimais le poulet à la rigueur, quoi, mais sans plus. Et j'ai arrêté de manger de la viande parce que, en fait, j'ai eu un déclic un dimanche midi.
j'étais rentrée chez mes parents, ma mère avait acheté un poulet rôti et j'ai vu le poulet rôti sur la table et en fait j'ai pas vu un poulet rôti, j'ai vu un cadavre et ça m'a dégoûtée. Mais c'était une réaction viscérale, tu vois. Alors que pourtant, c'est peut-être la seule viande que j'aime, mais vraiment, j'ai eu une réaction épidermique, quoi. Et je mangeais déjà quasiment plus de viande parce que de toute façon, j'habitais à Paris, j'étais étudiante, j'avais aucune envie de dépenser je sais pas combien chez un boucher pour acheter de la viande de qualité et encore moins de manger du jambon Herta bourré d'antibiotiques, de colorants et d'additifs et d'horreur, quoi. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment complètement arrêté de manger de la viande. Et il s'est passé un peu la même chose quand j'ai aussi arrêté le fromage et les œufs. Parce que, bon, déjà, de toute façon, je digère pas le lait de vache. Mon père est intolérant au lactose, ma grand-mère est intolérante au lactose. Enfin, je veux dire, mais comme tous les humains, en fait, on n'est pas fait pour ça. Bref, peu importe, on n'est pas là pour faire de la propagande, mais... On a lâché Louise, là. Et en fait, il s'est passé un peu la même chose, c'est-à-dire que c'était une rentrée où, en fait, je voulais faire un test, parce que, donc, en l'occurrence, donc, j'ai eu beaucoup de problèmes d'estomac, liés ou pas à mes troubles du comportement alimentaire. Et du coup, j'ai fait pas mal d'expériences sur ce que je mange, sur les heures auxquelles je mange. C'est pour ça qu'on parlait de jeûne intermittent tout à l'heure. C'est pour ça que j'aime pas qu'on parle de ça, parce que le jeûne, c'est de la restriction et je ne veux pas entendre parler de ça. Et donc, je m'étais dit, on était en septembre, je me suis dit, bah tiens, si j'essayais de faire un mois vegan. Donc d'enlever du coup les œufs, le fromage, pour voir ce que ça fait. Et en fait, j'étais tellement mieux, j'étais plus ballonnée, je digérais mieux, je digérais plus vite, j'avais plus autant, enfin j'en ai jamais eu tant que ça, mais j'avais un peu de poussée d'acné avant mes règles, tu vois, et j'en avais plus du tout. T'as l'air intéressée? Oui. Enfin, j'en avais vachement moins, quoi. Et même d'un point de vue psychologique, je me sentais effectivement plus en accord avec qui j'étais, parce que c'est vrai que quand t'es végétarien, bon, c'est formidable d'être végétarien. Personne ne pourra jamais enlever ça, tu vois. Mais d'une certaine façon, tu fermes aussi les yeux sur le fait que l'industrie laitière, c'est presque pire, quoi. Parce qu'en fait, quand tu vois... Enfin, je veux dire, une vache produit du lait, elle produit pas du lait, c'est pas comme une poule qui pond des œufs tous les jours, quoi qu'il arrive. Une vache, elle produit du lait pour nourrir un veau qu'elle a mis au monde. Et donc, pour qu'une vache produise du lait en permanence, bah, on les insémine artificiellement, on attend qu'elles accouchent, on leur enlève leur veau, et puis hop, ça produit du lait en permanence, quoi. Et les veaux, on les envoie à l'abattoir ou on les fait grandir pour que de toute façon, ils se fassent buter, pour qu'on en fasse du jambon Herta. Et donc, en fait, d'une certaine façon, la vie d'une vache ou d'une chèvre ou d'une brebis, et on notera le petit côté aussi féministe que ce sont les femelles systématiquement de l'espèce, c'est quasiment pire, parce qu'en fait, t'es exploité jusqu'à ce que tu meurs d'épuisement et de traumatisme. Enfin, je veux dire, je peux concevoir qu'on considère qu'un animal n'a pas les mêmes propriétés mentales, évidemment, qu'un humain, mais ça n'empêche qu'on sait qu'ils ressentent de la peur, on sait qu'ils ressentent... de la tristesse ou de la joie. Enfin, je veux dire, personne ferait subir ça à son chien ou à son chat, par exemple. Parce qu'on considère que c'est des animaux domestiques et après, on trouve que, par exemple, les Chinois, c'est des monstres parce qu'ils bouffent des chats. Mais nous, on mange des vaches. En Inde, c'est un animal sacré. Enfin, c'est une question de culture et de... Et donc, bref... Du coup, j'en étais. Je suis partie dans un plaidoyer. Oui, et donc... la vie d'une vache dans l'industrie laitière, c'est quasiment pire. D'une certaine façon, c'est quasiment plus de souffrance sur le long terme qu'un bœuf qui va se faire tuer, ou d'un poulet qui va se faire tuer au bout de ses 5 jours et demi de croissance accélérée, pleine d'hormones, qui peut pas marcher, quoi. Enfin, d'une certaine façon, ce que je ressentais en tant que végétarienne, c'était que t'es un peu dans un entre-deux, où si tu te concentres un peu sur le point de vue éthique de la chose, c'est pas une position qui est facilement tenable, je trouve. Et donc effectivement, en fait, le basculement du côté vegan de la barrière a été beaucoup plus simple que ce que je pensais, et en fait vachement moins restrictif que ce que je pensais aussi, parce que de toute façon, je mangeais pas énormément de fromage ou d'œufs, et donc à aucun moment je me suis sentie privée ou frustrée de quoi que ce soit.
par rapport à ce que tu me dis, ça a aussi changé quelque chose parce que tu digérais mieux et en fait, tu t'es sentie beaucoup plus en paix ou à l'aise, à l'aise avec le corps, quoi. Ouais. Disons que je pense que ça a aidé à aussi moins... en fait, comme je digérais mieux, la nourriture a moins été un combat, d'une certaine façon. Alors qu'en fait, c'était presque encore plus un combat parce que c'est beaucoup plus engagé politiquement que de manger tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, pour moi, par rapport à moi, du coup, c'était moins une épreuve, en tout cas, de manger. Il me reste trois petites questions. La première, c'est que ce podcast, il s'appelle Terres Intimes. Il fait partie d'une plateforme qui s'appelle Juliette fait la révolution. Et la révolution, pour moi, je la vois pas comme la révolution. On sort dans la rue, on prend une fourche, on découpe la tête des gens. Mais c'est sympa, ça aussi, pourtant, non ? Ouais, mais je sais pas, j'ai moins d'atomes crochus, tu vois. C'est comme la sexualité, il y a de tout. La révolution, il y a de tout. Et des fourches, des fourchettes. Pardon, je recommence, pardon. Non, je t'en prie. Je vais la garder, t'inquiète pas. La révolution, c'est vraiment... Je fais une révolution de moi envers moi. En fait, je me tourne vers l'intérieur et je regarde ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite, après, je pense que je peux avoir un rapport au monde qui est beau. Et il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement écoféminisme et j'y pense par rapport à ce que tu me dis, par rapport aux animaux, par rapport à notre environnement, en fait. Et notre alimentation, c'est aussi une manière d'être avec le monde. Est-ce que ce travail que tu fais par rapport, ce travail qui est engagé, mais aussi ce travail que tu fais par rapport au body neutral, à commenter dans ton corps, commenter autour de toi ce que tu mets à l'intérieur, son lien avec ce qui t'entoure, ça fait que ton rapport à la nature ou ton rapport à la Terre, il évolue? À la Terre en tant que planète ou à la Terre en tant que... Peut-être à la nature. À la nature ? Ou à la Terre en tant que terre-mère, quoi. Sinon. Je pense que ce qui est certain, c'est que effectivement, ça a vraiment développé une forme de conscience écologique sur l'état de la planète, qui est quand même pas particulièrement réjouissant, et sur en fait mon humble contribution à tenter de pas courir à la catastrophe, quoi. De ce point de vue-là, je suis un peu... Quand t'es très engagé comme ça... très engagé. Quand t'es végane, en fait, parce que du coup, on considère que tout de suite, tu vas balancer du faux sang sur toutes les boucheries et que tu veux tuer tous les gens qui mangent une bûche de chèvre. Il y a pas mal de gens qui te disent qu'en fait... Ton initiative individuelle, ça sert à rien parce que de toute façon, tu pèses rien par rapport aux multinationales et par rapport à tout le système, quoi. Ce qui est vrai, d'une certaine façon, mais en même temps, moi, j'ai tendance à être un peu idéaliste et à me dire que, quelque part, moi, j'ai la conscience tranquille de savoir qu'en fait, moi, je fais ce qu'il est en mon pouvoir de faire à mon échelle pour effectivement tenter de préserver un peu l'environnement dans lequel on vit. Et en tout cas, pas participer à des choses que je considère comme allant à l'encontre de mes principes, quoi. Donc, est-ce que en ça me rend plus proche de la Terre ? Peut-être. En tout cas, je pense que j'en ai plus conscience. Mais après, tu vois, j'habite à Paris. Je vis pas un mode de vie très proche de la nature, malheureusement, aussi. Moi, j'aimerais bien vivre dans une cabane avec un potager en autonomie et en autarcie. Ce serait un plan de retraite, peut-être. Mais sinon, oui, c'est compliqué. Il y a plein d'agriculteurs... qui élèvent des vaches qu'ils envoient à l'abattoir, qui vivent peut-être plus proche de la terre que ce que je fais, tu vois. Le système est complexe et il faut pas... Si on peut donner un peu de soi pour le changer, il faut pas hésiter, quoi. Oui, moi je considère que on a quand même encore chacun un libre arbitre et la possibilité d'avoir des principes et d'aligner nos actions sur les principes qu'on se définit. Et en fait, je trouve ça triste de s'enlever cette capacité-là en se disant qu'en fait, de toute façon, face au système, on peut rien. Enfin, tu vois, cette espèce de fatalisme de dire qu'en fait, de toute façon, tu pourras rien faire. En fait, je trouve ça déprimant. Mais c'est horrible, je trouve, de dire de toute façon, ça va finir comme ça, la planète va exploser, la race humaine va disparaître. Bon, très probablement, hein. Mais en tout cas, moi, je suis d'accord quand tu dis que c'est déprimant de dire. Le fatalisme. Ouais. Mais en plus, je trouve que ça sert à rien parce que. Ça fait rien avancer, en fait. Si je fais ce podcast, bon, après, est-ce que je suis dans un monde de bisounours, mais parce que je sais que j'ai des potes qui vont écouter une interview et qui vont se dire: ah bah tiens, Louise, elle a osé
aimer quelqu'un qui est plus grand, qui est plus vieux, qui est plus je sais pas quoi, et moi j'aime quelqu'un et je vais y aller, et en fait c'est des petits cœurs qui s'ouvrent et qui ouvrent d'autres cœurs et qui font que les gens ils bougent, et je trouve que c'est ça pour tout. Et donc pour une connexion à la nature, pour l'espoir écologique, je sais pas, si t'as un institut avec 50 000 ingénieurs dedans qui pensent tous qu'on va tous mourir, je vois pas comment il y en a un qui va trouver une solution pour aider la planète. Donc je suis d'accord. Ouais. Positivisme. Ouais. Tu sais, c'est un peu l'image. Bon, encore une fois, c'est le grand stéréotype, mais que l'océan, c'est plein de petites gouttelettes. Et que la plage, c'est plein de petits grains de sable. Et qu'en fait, si t'enlèves tous les grains de sable, il n'y a plus de plage. Voilà, c'était la phrase philosophique. Oh là là. J'adore. Non, mais on revient aux basiques, et les basiques sont les plus importants. Donc, il me reste 2 petites questions maintenant. C'est quoi pour toi une belle sexualité? Si tu devais un peu résumer ce que c'est pour toi. Je pense que c'est une sexualité dans laquelle on se sent à la fois libre et respecté. Libre de faire ou ne pas faire ce qu'on veut, et respecter à la fois ses choix et les choix de son ou ses partenaires, ou ça, ou tous, enfin bref, tous les pronoms possibles. Ouais. La dernière, c'est est-ce que tu aurais envie que ton chéri écoute cette interview? Ouais, j'ai pas dit d'horreur, je crois. Non. Ouais, pourquoi pas. Je pense même qu'il serait ému. Tu crois qu'il serait ému? Ouais, je pense. Je suis pas sûre. Tu crois qu'il est capable d'être ému? Je sais pas. Il me fait peur. Je sais pas. Tu voudrais qu'on teste ses capacités. Depuis qu'il est avec Louise, je sais qu'il a un cœur, donc. Écoute, on pourra tester ses capacités de réceptivité émotionnelle. On s'est noté. J'attends son retour. T'attends le tour. Merci beaucoup, Louise. Je t'en prie. Trop bien. C'est vrai? Le podcast Terres Intimes est produit par la plateforme Juliette fait la révolution, dédiée à l'écologie intérieure. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos proches, à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast ou à venir vous abonner sur le compte Instagram Juliette fait la révolution. Si vous souhaitez découvrir un podcast qui présente des personnes inspirantes et des pratiques de bien-être diverses et variées, je vous invite à écouter les épisodes de Floraison Spirit, une autre création de cette plateforme. Et vu que vous êtes allé au bout de ce podcast et que c'est vraiment très très cool, je me permets de vous donner la référence d'un des meilleurs restos vegan de Paris, le Jaja, 11 rue des Petites Écuries, dans le 10e arrondissement. Pas de sponsor ici, juste l'amour d'un bon repas afro-vegan que Louise m'a fait découvrir. Enfin, je souhaite dire un grand merci à Théo au mixage son, Didier au générique, Clémence au design et Déborah pour les portraits des invités. Vous êtes la meilleure équipe du monde. Bien sûr, merci à vous pour votre écoute et votre soutien. Prenez bien soin de vous et à très vite.